Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle émission où on parle santé, nutrition, psychologie et bien plus encore. Pour ce premier numéro, on s'attaque au poids et surtout à cette question complexe, pourquoi on grossit? Et spoiler, ce n'est pas une question de calories et de sport. On va faire sauter pas mal de préjugés. On parlera également du stress et de la star du moment, le collagène. Enfin, on fera un point sur le Nutri-Score, comment s'en servir, sans oublier vos devoirs pour la prochaine fois, car ici il y a la théorie, mais aussi pas mal de pratiques. Alors installe-toi, c'est parti. Si vous regardez les réseaux sociaux aujourd'hui, les personnes grosses sont les uniques responsables de leurs états. On le voit également dans la réalité, ils sont immédiatement catégorisés comme des feignasses qui mangent trop et ne parlons même pas des phrases stigmatisantes devenues banales que l'on peut entendre au resto. Ce soir, je mange comme une grosse et j'en passe. Ces personnes-là, elles oublient quelque chose de fondamental, ou peut-être qu'elles ne le savent pas, mais le poids c'est multifactoriel. Toujours. Alors oui, prendre du poids c'est la conséquence dans la majorité des cas d'un excédent calorique ou d'un manque d'activité pour brûler ce que l'on consomme. Il y a quasiment toujours cette notion de balance calorique. Pour rappel, si tu es en excédent calorique, c'est-à-dire que tu manges plus que tu dépenses, tu vas prendre du poids. Si tu es en déficit, tu en perds. Et si tu es neutre, ton poids ne varie pas tant que ça, hormis quelques mouvements d'eau et de caca. Mais là, c'est la version vraiment simplifiée. C'est un peu comme si tu regardais le bout de ton nez. On va essayer de voir un peu plus loin. Parmi les causes de la prise de poids, on va également trouver la génétique. Il y a certaines personnes qui sont prédestinées à être en surpoids, en obésité. Il y a vraiment des familles de personnes grosses. Là, ça va être un petit peu plus compliqué d'arriver à perdre du poids. C'est pas pour autant que c'est une fatalité. Il y a pas mal de choses à faire. On en reparlera. Personnellement, je viens d'une famille en surpoids et j'ai réussi à avoir ce corps-là. Par contre, oui, j'aurais du mal à les maintenir et c'est déjà le cas puisque j'ai repris 3 kilos avec l'écriture de mon livre et que je me suis mis en couple. J'ai divisé mes séances par 2, mais c'est ok. Il y a aussi l'épigénétique. Pour bien comprendre, on va imaginer quand tu achètes un iPhone, en fait, tu as le logiciel de base, l'iOS. On a tous le même. Par contre, selon nos modes de vie, on va installer différentes applications. Moi, depuis que je me suis mis au sport, j'ai installé Strava, etc. Donc pour des randos, pour de la course à pied, et mon téléphone devient unique. L'épigénétique, c'est exactement la même chose selon le contexte de vie, le travail, les relations sociales, la nourriture. Et bien, la façon dont ton corps va réagir va différer. Ça, on peut encore y travailler. C'est un peu plus compliqué, mais la bonne nouvelle, c'est que pour les parents, on peut travailler sur l'épigénétique pour les futures générations. Parmi les problématiques, on retrouve aussi le métabolisme qui peut être un petit peu plus lent chez certaines personnes. Les personnes auront plus de difficultés à brûler des calories, mais ça, encore une fois, il y a des choses à faire. On en reparlera dans une autre vidéo. Le stress et les émotions jouent un rôle essentiel également parce qu'ils ont une incidence sur l'alimentation émotionnelle. On a tendance à plus manger et effectivement, quand une personne va commander des choses chez McDo, vous connaissez pas forcément sa vie, peut-être qu'elle est en train de faire une crise d'hyperphagie ou de boulimie. Le stress est aussi un facteur essentiel dans la prise de poids à cause du cortisol, qui est l'hormone du stress et qui peut favoriser une prise de poids, notamment au niveau de la ceinture abdominale. Il peut également modifier le métabolisme des protéines en les transformant en glucides de façon très vulgarisée et favorise le stockage de l'eau avec de la rétention d'eau. Le manque de sommeil est aussi une cause de prise de poids puisqu'il perturbe les hormones de faim et de satiété qui font manger plus que nécessaire. Certains médicaments également, certaines conditions médicales, des pathologies, il est clair et net qu'une personne en fauteuil roulant sera beaucoup plus sédentaire et aura du mal à dépenser l'énergie. Tous ces facteurs comptent dans la prise de poids et il faut pas les oublier et éviter de stigmatiser les personnes quand on ne connaît pas leur vie. Encore une fois, le but de cette vidéo n'est pas de dire ok, je suis en surpoids, en obésité, donc c'est parce que c'est comme ça. Non, tout ça est modifiable. Même une personne qui est sédentaire à cause de son fauteuil roulant pourra jouer sur l'alimentation et sur tous les autres paramètres et toutes les personnes peuvent jouer sur la nutrition, l'activité physique, le sommeil. L'objectif là-dedans, ça va être de trouver les causes de cette prise de poids. Encore une fois, c'est multifactoriel. Il peut y avoir l'assiette, le côté sphère émotionnelle, etc. Entourez-vous d'une équipe. Commencez par prendre rendez-vous, pourquoi pas chez le médecin, un diététicien, un psy, si vous sentez que les causes sont émotionnelles. Let's go pour prendre soin de soi. J'en ai parlé juste avant comme cause de prise de poids, le stress nous accompagne tous et de plus en plus. Tout va toujours plus vite et l'exigence notamment au travail augmente si bien que la moitié des Français ressentent du stress chaque semaine. Alors qu'est-ce que c'est que le stress, à quoi il sert, quand est-ce qu'il devient problématique et surtout comment on peut le gérer? On voit ça tout de suite. Avant toute chose, il est indispensable de rappeler que le stress est utile, on ne cherche pas à le supprimer. Le stress est une réponse naturelle de notre corps à des situations stressantes ou dangereuses. Imaginez-vous dans la savane pourchassé par un lion, à ce moment-là le stress est votre ami. Il met en marche une cascade d'événements comme une décharge d'adrénaline pour pouvoir vous échapper. Le cœur bat plus vite, les muscles se tendent, les sens s'aiguisent et cela vous donne une chance de survie. Cette réponse de lutte ou de fuite était essentielle pour nos ancêtres et pour nous aussi aujourd'hui, rien que pour éviter une voiture sur un passage piéton ou pour nous donner de la force pendant un oral d'examen.
Là où il devient problématique, c'est quand il est chronique et qui vient de plusieurs sources. C'est d'ailleurs comme ça que l'on peut entrer en burn-out ou simplement provoquer des problèmes de santé mentale comme l'anxiété ou la dépression. C'est pourquoi comprendre comment le stress fonctionne dans notre corps est essentiel. Lorsque vous êtes stressé, votre cerveau libère des hormones du stress comme le cortisol et de l'adrénaline qui activent une série de réponses physiologiques. C'est pourquoi votre cœur bat plus vite, votre respiration s'accélère, etc. Si le corps ne trouve pas de solution au problème, il va continuer à subvenir à ses besoins en sécrétant de la sérotonine et de la dopamine qui permettent de maintenir l'action et l'humeur jusqu'à malheureusement épuisement, notamment des surrénales à force de libérer du cortisol. C'est le début du burn-in, voire du burn-out. Donc oui, ces réponses sont utiles en cas de danger immédiat, mais si elles sont constamment activées, elles peuvent devenir nocives. Alors vous vous demandez sûrement comment gérer le stress, et bien voici quelques conseils pratiques pour y parvenir. Tout d'abord, la relaxation. Des techniques telles que la méditation, la respiration profonde et le yoga sont excellentes pour calmer le système nerveux. Moi personnellement, j'adore la cohérence cardiaque, c'est une technique de respiration qui consiste à inspirer 5 secondes, expirer 5 secondes pendant 5 minutes. L'idéal étant de le faire 3 fois par jour. L'idée n'est pas non plus de se stresser à le faire 3 fois par jour, on peut très bien commencer quelques fois dans la semaine. L'idée étant de se calmer assez régulièrement. Tu vas te calmer, tu vas te calmer. Deuxièmement, et pour moi la plus importante, l'activité physique, parce que celle-ci permet de libérer des endorphines pour se sentir au top. L'idée est quand même une pratique assez régulière. Encore une fois, l'idée c'est pas de faire du sport à outrance et de se forcer à le faire pour pas provoquer plus de stress. Une simple marche rapide, aller prendre l'air pour commencer, c'est déjà très bien. D'ailleurs, une étude, je vous mets le lien en description, montre que l'activité physique est équivalente à certains antidépresseurs, donc autant en profiter. Troisièmement, il est essentiel d'établir des limites avec vous-même souvent, mais avec les autres, et apprendre à dire non. Rappelez-vous que c'est pas parce que vous êtes libre que vous êtes obligé d'aller voir vos potes, etc. Parfois, c'est aussi bien de rester seul et de s'occuper de soi pour soi. En quatrième point, le sommeil qui est essentiel, y compris dans la gestion du poids, mais aussi pour le stress. Le sommeil de qualité est essentiel pour limiter les problèmes de santé, donc essayez de trouver une routine, au moins dormir 7 heures, 8 heures étant idéal, en faisant une petite routine le soir, en coupant un maximum les écrans pour pas bloquer la synthèse de mélatonine. Donc, on coupe le téléphone, on se met dans une ambiance à la cool, on peut lire, se faire un masque de beauté pour se détendre et direction de dodo jusqu'au lendemain. Enfin, parlez-en, parlez de ses sentiments, de ses émotions à un ami, pourquoi pas à un journal si c'est trop difficile, ou à un professionnel de santé mentale, psychiatre, psychologue, vous aidera énormément à gérer les émotions, le stress, etc. En tant que diététicien, il est essentiel de parler d'équilibre alimentaire en alliant santé et plaisir. Attention notamment à la charge mentale, c'est inutile de se forcer à faire des repas maison constamment, on peut très bien s'aider de produits ultra transformés de temps en temps pour se libérer un petit peu de temps de cuisine. Attention néanmoins à ne pas en abuser parce que ces aliments ultra transformés ont une incidence sur le microbiote. Le microbiote, il faut savoir que déjà l'intestin c'est un peu notre deuxième cerveau et quand l'intestin va pas bien, nous on va pas bien au niveau du moral. Donc essayez de varier un maximum, de cuisiner un maximum maison, de préparer à l'avance pour limiter un petit peu la charge mentale, mais n'oubliez pas aussi de vous aider avec tout ce qui est disponible. Dans la gestion du stress, il est essentiel de parler du magnésium. Le magnésium, ça permet de lutter contre le stress. Pourquoi ? Tout simplement parce que quand on est stressé, on a des fuites de magnésium dans les urines. C'est un vrai cercle vicieux. Plus on est stressé, plus on va perdre du magnésium et moins on a de magnésium dans le corps, plus on est stressé. Donc c'est essentiel d'en avoir régulièrement dans l'alimentation en mangeant de la banane, des oléagineux, du chocolat noir de préférence. Mais malheureusement, bien souvent, l'alimentation ne suffit pas. C'est pourquoi on peut se supplémenter en magnésium. Coup de cœur pour la forme bisglycinate à trouver en pharmacie, vous l'avez chez NHCO, chez Solgar, etc. Mais évitez tout de même l'oxyde de magnésium qui est pas très bien assimilé et qu'on trouve malheureusement encore en trop grosse quantité en pharmacie notamment. En parlant de compléments alimentaires, on parle énormément du collagène marin ces derniers temps sur les réseaux, sur internet. C'est le moment de faire le point, c'est parti. Le collagène, c'est la molécule la plus abondante du corps. On la retrouve dans les articulations, les tendons, la peau et tous les tissus conjonctifs en général. Avant 25 ans, il constitue 20% de nos protéines totales. Mais avec le temps, notre synthèse diminue et celui déjà présent se dégrade, ce qui favorise une perte d'élasticité et l'apparition des rides. Alors vous allez me dire que l'on pourrait retrouver le collagène dans notre assiette. Oui, mais c'est pas si évident, notamment parce que le collagène se trouve dans les os à moelle, les abats, les peaux de poisson et le bouillon d'os. Personnellement, c'est pas ce que je mange tous les jours. C'est pourquoi la supplémentation peut être intéressante et d'après les études, les effets sont incroyables, notamment sur le vieillissement cutané et l'élasticité de la peau. On retrouve un effet sur l'hydratation de la peau, sur la synthèse d'acide hyaluronique et un effet positif sur les fanères, donc les cheveux et les ongles qui sont plus forts et qui poussent plus vite. On retrouve également une amélioration des douleurs articulaires et c'est dans ce cadre-là que j'ai pris puisque je m'en suis servi pour préparer mon
mon départ au Half Marathon des Sables au Maroc. La question qui revient le plus, c'est comment choisir avec tout ce qu'il y a sur le marché. Eh bien, déjà, on va voir l'origine, elle doit être bovine ou marine, les deux sont assimilés de la même façon tant qu'on respecte le point suivant. Il faut qu'il soit de bas poids moléculaire, c'est-à-dire entre 2000 et 6000 Dalton. Là, on est sur du 2000. On va également consommer une dose qui est assez conséquente, de 5 à 10 grammes tous les jours, en l'associant de préférence à de la vitamine C pour une meilleure assimilation des peptides. Moi, personnellement, je le prends dans un smoothie aux fruits rouges, etc. L'idéal est de le choisir en poudre pour avoir des bonnes quantités. On devrait consommer pas mal de gélules pour avoir ces 10 grammes et le fait qu'il soit en poudre assure la pureté du produit et la qualité. Toutes ces caractéristiques, vous le retrouvez dans le collagène marin de chez Aromazone. Je vous le répète très régulièrement, les compléments alimentaires sont en supplémentation d'une alimentation équilibrée, variée. Veillez toujours à demander au médecin ou à l'équipe officinale s'il n'y a pas de contre-indication avec vos traitements ou votre état de santé ou en état physiologique comme la grossesse. Par principe de précaution, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les femmes enceintes et allaitantes, on préfère éviter la consommation de collagène. On parle énormément du Nutri-Score, on fait le point. C'est un système d'étiquetage nutritionnel qui attribue une note globale à un aliment allant de A à E pour indiquer sa qualité nutritionnelle. Plus la note est proche de A et plus l'aliment est considéré comme sain. Pour le calculer, le Nutri-Score prend en compte plusieurs éléments nutritionnels, notamment la teneur en calories, en graisses saturées, en sucre et en sel. Il attribue des points en fonction de ces éléments, puis calcule la note globale. Par exemple, une quantité élevée de graisses saturées ou de sucre ajouté peut faire baisser le score. Il y a une erreur à ne pas commettre, c'est comment l'interpréter. Lorsque vous regardez le Nutri-Score sur un produit, assurez-vous de comparer des produits similaires car il est conçu pour évaluer la qualité nutritionnelle relative au sein de la même catégorie. Donc il est inutile de comparer le Nutri-Score de yaourt au Nutri-Score de céréales par exemple. Il peut donc vous aider à faire des choix éclairés, mais il a quand même quelques limites. Moi je pense notamment aux céréales pour enfants, les céréales soufflées au chocolat par exemple, qui vont avoir un Nutri-Score A ou B, surtout si elles sont bio. Pourtant, elles ont des effets un peu délétères sur la santé. Elles vont provoquer des pics de glycémie, potentiellement des fringales dans la journée, elles sont très riches en sucre, etc. Et à contrario, on a des produits qui sont des mines d'or pour la santé, comme les sardines qui vont être riches en oméga 3, l'huile d'olive qui est très riche en antioxydants oméga 9 et qui ont un Nutri-Score D ou E. C'est pourquoi il faut rester indépendant et apprendre à lire les étiquettes pour faire des choix encore plus éclairés pour votre santé. Plusieurs petits conseils pour y arriver. Déjà, commencez par la liste des ingrédients. Les ingrédients sont énumérés par ordre décroissant de quantité, donc veillez à deux choses. Le nombre d'ingrédients, 90% des produits ultra transformés en contiennent plus de 5. Veillez à regarder les premiers ingrédients, il est anormal qu'un cacao ait en premier ingrédient du sucre par exemple. C'est là qu'on voit la limite du Nutri-Score avec cette étiquette de cacao pour enfants. Effectivement, le Nutri-Score est bon, mais quand on regarde de plus près, il y a un peu des entourloupes de l'agroalimentaire. La note a été améliorée parce qu'il y a moins de sucre, mais par contre, ils ont ajouté des faux sucres et c'est pour ça qu'il est indispensable d'apprendre à les reconnaître sur les étiquettes. Le point positif, c'est que ce Nutri-Score force les industriels à faire des efforts. Ça, c'était l'ancienne étiquette. Je vous mets la nouvelle étiquette juste là. On voit que la composition est beaucoup plus clean, ce qui justifie son bon Nutri-Score. Revenons à la lecture d'étiquette. Regardez la taille de portion. Assurez-vous de comparer les valeurs nutritionnelles à la taille de portion que vous prévoyez de consommer. N'oubliez pas que vous consommez rarement 100 grammes d'ingrédients. Je prends l'exemple de l'huile d'olive. On va avoir une énorme quantité de calories, mais rappelez-vous que vous consommez une cuillère à café ou une cuillère à soupe d'huile d'olive par repas. Au contraire, attention aux plats préparés qui contiennent souvent pas mal d'huile au 100 grammes, 20 grammes de lipides pour une portion de 100 grammes de ratatouille, ça commence à faire beaucoup. On préférera par exemple un maximum de 5 grammes de lipides par portion. Pour les macronutriments, vérifiez les graisses, les glucides et les protéines ainsi que les fibres. Cela vous donne une idée de l'équilibre nutritionnel. On conseille de ne pas dépasser 5 grammes de sel par jour. Donc un aliment avec 1,5 g de sel est considéré comme riche déjà. De même pour le sucre que vous trouvez dans la ligne glucides. On préconise maximum 50 grammes de sucre par jour. Veillez donc la choisir des produits avec le moins de sucre possible. Enfin, faites la part belle aux fibres pour atteindre 25 à 30 grammes par jour ainsi qu'aux protéines pour maintenir une bonne masse musculaire. Avant de vous quitter, je vous propose un petit exercice à faire jusqu'à la prochaine fois pour pouvoir l'intégrer dans votre quotidien. Essayez de prendre 5 minutes le matin et le soir pour faire le point sur vos besoins. C'est indispensable pour gérer le stress et les émotions. Moi, ce que je fais, en général, je fais une pause à 10h et à 16h. Comment je me sens? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai envie de faire pipi? Il y a des personnes qui ne prennent même pas le temps d'aller pisser. L'idée, c'est vraiment de noter tout ça et pourquoi pas de noter un petit peu votre état émotionnel, de prendre la météo intérieure. Est-ce que je suis en colère? Est-ce que je suis stressé? D'essayer de chercher les causes et
de vous questionner sur comment vous pouvez améliorer votre état, en allant marcher un petit peu, en faisant une pause, etc. Je vous dis à très vite. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un like, de partager vos expériences, peut-être aussi vos questions pour de futures vidéos. En attendant, prenez soin de vous.